Alors, après le succès retentissant d'hier, Macony Bell entre dans les bureaux d'Antarcticraft avec un sourire éclatant. Elle sort de son sac à dos l'ordinateur portable qu'on lui a fourni et décide de vérifier les nouvelles. Circulation sur l'autoroute Nord 15. Je suis contente d'être arrivé au boulot aujourd'hui, se vante-t-elle. Une notification de l'outil de communication interne de la Best Festival Company, qu'on appelle Holly Chat, retentit. C'est une autre tâche. On peut y lire: l'équipe B a été chargée de comprendre le réseau du site du pôle sud Antarcticraft. En prenant une minute pour réfléchir à la tâche qui l'attend, Macony Bell se rend donc à l'endroit, mais ne dispose pas d'une technologie sophistiquée qui capture les événements sur le réseau. Pas de technologie, pas de problème. Alors, elle ouvre son terminal Python. Alors, introduction à Python, très très simple, hein, encore une fois. Je vous ai dit, ça commence simple et puis après ça va monter graduellement. J'ose espérer, hein, parce que je le fais pour vous. J'ai déjà quelques petites notions en Python, mais on va revoir les bases. Alors, on va voir ce qu'implique ce qu'on appelle le data science, hein, chez nos amis anglo-saxons, la science des données et comment elle peut être appliquée à la cybersec. Introduction en douceur, hein, promis, à Python. Et puis voilà, on va utiliser un Juniper Notebook, on va travailler un petit peu sur des bibliothèques Python populaires, Panda, Matplotlib, pour traiter les données et on va essayer de mieux comprendre ce fameux réseau en codant un petit truc, je suppose. D'accord? Donc vous démarrez la machine, hein, vous allez attendre, laisser 3 minutes à peu près le temps que Jupiter s'ouvre, hein, le fameux Jupiter Book, donc qui est utilisé un peu partout, hein. Si vous avez fait un peu de cours, je pense que votre prof utilise aussi cette technologie. Donc la science des données, on va revoir quand même les bases. L'élément central de la science des données, c'est tout simplement l'interprétation des données pour répondre aux questions. La science des données implique souvent la programmation, les statistiques, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter une grande quantité de données. Le but, c'est de comprendre les tendances, les modèles et d'aider les entreprises à faire des prédictions qui mènent à des décisions éclairées. Le rôle et les responsabilités d'un data scientist, comme on dit, sont les suivants. Alors, le rôle, c'est la collecte des données. Donc, cette phrase consiste à collecter des données brutes. Je vous le dis tout le temps, tu prends des données en brut et bon, allez, j'arrête de me répéter. Il peut s'agir par exemple d'une liste de transactions récentes. Ensuite, il faut traiter ces données. D'accord? Dans ma black box, je vais avoir des algos et ça va me permettre de traiter les données. Donc, ça consiste à transformer les données brutes précédemment collectées en un format standard dans lequel l'analyste va pouvoir travailler. Enfin, avec lequel. Lesquels. Donc c'est une phase qui peut être une perte de temps considérable. L'exploration des données, ce qu'on appelle le clustering, hein, la classification, cette phase consiste à créer des relations entre les données, leur donner du sens, du contexte, je vous le répète tout le temps, trouver des modèles, des corrélations, ce qu'on appelle des patterns aussi, qui peuvent commencer à fournir des informations. Pensez-y comme si vous ébréchiez une grosse pierre en découvrant de plus en plus au fur et à mesure que vous l'effritez ce qu'il y a par exemple à l'intérieur. L'analyse, hein, analyse exploratoire, confirmatoire. Dans cette phase qui se déroule, c'est l'essentiel de l'analyse qui est faite. Les données sont explorées pour fournir des réponses à des questions et des projections futures, les futures tendances, hein, ça serait intéressant de les connaître. Par exemple, une boutique de commerce électronique, d'accord, peut utiliser la science des données pour comprendre les produits les plus récents, les plus populaires à vendre, ainsi de pour comprendre en fait et essayer de créer une prédiction pour les périodes les plus chargées de l'année, d'accord. Et ensuite la communication, visualisation, hein, encore une fois, je t'ai dit, les données c'est bien, les traiter c'est bien, mais pour pouvoir vraiment les comprendre, il faut les visualiser, hein. Je te parlais de la théorie des graphes, je te parlais de pas mal de choses, mais c'est ça. Hein, si j'essaye de comprendre les données, il faut pouvoir les visualiser sous forme de graphiques, de tableaux, de maps heuristiques, etc., etc., etc. Alors, en cybersec, pourquoi les données? Bah parce que ces données, on les prend en entrée, on va les traiter et on va les intégrer dans des SIM. Alors, l'utilisation de la science des données devient de plus en plus fréquente dans la cybersec, puisque ça permet d'offrir ces informations et de les traiter, hein, de les analyser, tels que des événements de journalisation. Ça permet de comprendre intelligemment les événements courts, qui sont en cours pardon, au sein d'une organisation.
L'utilisation de la science des données pour la détection d'anomalies est un exemple. Pour les autres utilisations, la science des données dans la cybersécurité, ça peut être intégré dans des SIEM, SIEM, qui vont collecter, corréler de grandes quantités de données pour donner une meilleure compréhension du paysage de l'organisation. Analyse des tendances des menaces émergentes qui peuvent être suivies et comprises. Analyse prédictive. En analysant les événements historiques, on va essayer de créer une image potentielle de ce qui pourrait ressembler au landscape, au paysage des menaces à venir, et ça permet d'aider à prévenir les incidents. Là, on parle de CTI, comment dire, d'intelligence de menace. Présentation, donc les fameux Jupyter dont je te parlais, grosso modo c'est des documents open source qui contiennent du code, du texte, des fonctionnalités, tout ça dans un terminal. Alors je te disais, c'est très prisé dans l'éducation, dans la science des données, car ils peuvent être facilement partagés et puis ensuite exécutés entre les systèmes. Je me fous que tu aies une architecture ARM, que tu sois sur ta tablette, ton smartphone, ton PC. Ton PC, c'est quoi? C'est un x86? Non, c'est du risque. Bon, bref, tu m'as compris. C'est un excellent moyen de démontrer et d'expliquer aussi la preuve de concept, notamment en matière de cybersécurité, mais plus largement en informatique. Donc les Jupyter Notebook, ils peuvent être considérés aussi comme des manuels d'instruction, d'accord? Donc pour le découvrir, le notebook, en fait, il utilise des cellules qui peuvent être exécutées une à la fois, étape par étape. C'est exactement ce que vous retrouvez quoi? Dans techniquement tout ce qui est sur le cloud, d'accord? Et qu'on peut monter dans les serveurs de cloud Google, notamment. Je vous avais montré comment on utilisait un script, je l'avais fait de façon séquentielle pour faire du deepfake, c'est étape par étape, cellule par cellule, et chaque cellule, en fait, c'est un peu comme si c'était un algorithme, on va décomposer de façon séquentielle, et en fait, ça va nous permettre d'exécuter, de présenter à la fois du texte formaté et aussi d'exécuter du code Python en cours de traitement. Donc avant de commencer à travailler sur Jupyter Notebook pour les travaux pratiques d'aujourd'hui, il faut se familiariser avec l'interface. On va vous la mettre. Donc on a deux volets principaux qui seront présentés, on va dire à gauche et à droite. À gauche, vous avez l'explorateur de fichiers et sur la droite se trouve votre espace de travail. Donc dans ce volet, les blocs-notes s'ouvrent, on a une sorte d'écran launcher, comme ils disent, qui est présenté et qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Vous voyez qu'on peut utiliser ipkernel pour exécuter, on peut avoir d'autres choses, des menus contextuels, faire du markdown, avoir un fichier Python, éditer du texte, etc., etc. D'accord? Donc ça permet de prendre des notes, ça permet de présenter les notes, ça permet d'intégrer du code, et là notamment du Python, d'accord, via ipkernel, d'accord. Donc on va se créer un notebook et puis on va voir un petit peu comment on peut exécuter tout ça. Alors, je vous laisserai lire. Encore une fois, c'est très très simple. Il vous explique qu'est-ce qu'une cellule, comment on peut l'exécuter, le sélecteur de format, d'accord, comment on peut dupliquer une cellule, déplacer la cellule de haut en bas, ajouter une cellule, supprimer une cellule, d'accord. Donc, sauvegarder, c'est CTRL S, sinon vous avez l'icône disquette. Exécuter la cellule, c'est le bouton lecture. On mâche entrée, prenez cette habitude. Vous l'utiliserez beaucoup, surtout si vous utilisez les solutions de cloud, je vous disais Google. Exécuter toutes les cellules, deux boutons de lecture l'un à côté de l'autre. Insérer une cellule, c'est le rectangle avec une flèche qui pointe vers le bas, ou le raccourci clavier c'est B, et supprimer la cellule, donc c'est en forme de poubelle, l'icône, et vous pouvez le faire avec votre touche clavier D. Ok, donc pour faire court, vous avez bien compris, nous ont préconfiguré notre notebook, d'accord. On va pouvoir déplacer les cellules, pouvoir les faire glisser ou pas, en fonction des besoins. C'est le principe d'arborescence, encore une fois. Vous avez les exemples. On va aller là-dedans. On va aller se faire le crash course. Alors, si on reprend un peu. Donc pensez à un mage entrée pour exécuter la cellule au fur et à mesure que vous allez progresser dans ce bloc-notes. Alors, Python, langage de programmation extrêmement polyvalent de haut niveau, facile à apprendre, développement web, développement de jeux, d'exploits, en cybersécurité, d'applications de bureau, intelligence artificielle, sciences des données. Alors,
Donc là, je te montre ce que je te dis, Magentry, et ça va nous permettre, en fait, tout simplement, tu vois, d'exécuter, ou tu peux faire ça. Hop. Hein, tout simplement, c'est pour importer le HTML. Donc, qu'est-ce que ça fait, hein, via IPython, d'accord. Donc là, on a notre import, techniquement, hein, et on charge notre page HTML. Et dans une variable, double CSS, hein, tout simplement, bah, on va venir quoi, aligner, hein, via du CSS, donc du style sheet, pardon. On va aligner la table, hein, tout simplement pour que bah, ça soit bien centré le texte, d'accord. Ça, c'est juste pour vous montrer. Et puis après, hein, on formate justement pour que vous ayez bien les bonnes polices d'écriture et que ça soit aligné, d'accord. Je rappelle, le HTML, c'est quoi? C'est le code source, en fait, de la page web, d'accord. Et après, donc il y a très longtemps, en fait, on faisait la mise en forme dans le code HTML, et puis après on a utilisé le CSS qui est dédié à la mise en page, d'accord. C'est ce qui va permettre bah, des interactions, des éléments. Enfin, les interactions, ce sera plus avec du JavaScript, en fait, mais ça sera toute la mise en forme, mise en page. Enfin, mise en page via du HTML, mise en forme via du CSS. Ok. Donc ça, c'est ce que je vous ai lu. Vous voyez qu'on a notre premier Hello World, d'accord. Donc pareil, on peut l'exécuter. Qu'est-ce que je peux faire? Play, d'accord. Dès que je l'exécute, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait un print. Et qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? Une chaîne de caractères. Hello World. Il nous répond quoi? Hello World. Il affiche Hello World puisqu'on lui a demandé un print. D'accord. Donc ça, c'est le print statement, d'accord. Vous allez l'utiliser tout le temps. Vous savez que dès qu'on apprend un langage de programmation, on apprend, le premier truc qu'on apprend à faire, c'est un Hello World. Ok. Après, structure de données. Alors, les différents data types, hein, c'est ça qui est important. On a donc des nombres entiers, hein, les whole number, 1, 2, 3, 4. On a des décimales, hein, du flottant, enfin avec une virgule flottante, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a du texte, hein. Le texte, quoi, bah, c'est une chaîne de caractères, d'accord, composée de sous-chaînes. Hello, virgule, c'est une sous-chaîne. My, c'est une sous-chaîne. Name, c'est une sous-chaîne. Is, c'est une sous-chaîne. Ben, point d'exclamation, c'est une sous-chaîne. Si je concatène ces sous-chaînes, je me retrouve avec une chaîne, d'accord. Cette chaîne, c'est hello, virgule, espace, my, espace, name, espace, is, espace, ben, point d'exclamation. Rappelez-vous que vous vous en foutez, mais ça, c'est un white space. Ça compte comme un caractère. Ça compte comme un autre caractère. D'accord. C'est pour ça qu'au début, c'est un peu déroutant. Rappelez-vous qu'on part tout le temps de zéro aussi, hein, au niveau de nos index, de nos tables et tout ça. Enfin bon, bref, on verra ça plus tard. Mais si je te demande le nombre de caractères, tu vas me dire, alors attends, hello, H-E-L-L-O 5,6, d'accord. M-I, my, on est à 8, d'accord. Ainsi de suite. Tu vois, tu vas compter. Et puis là, tu vas voir, justement, après, tu as des méthodes, des fonctions associées pour te calculer le nombre de caractères. Et tu vas dire, mais attends, là, je comprends pas. Ça me retourne plus que ce que moi, je calcule. Pourquoi? Parce que tu as oublié les blancs. Et tu vois que les blancs, si tu comptes les blancs, ça fait une grosse différence. Tu vois, ça te fait des caractères qui pour toi sont invisibles, mais pour le programme, pour l'ordinateur, ça compte comme un caractère. Et ça, voilà, au début, on est un petit peu perdu. Et puis après, on a nos booléens. D'accord. C'est tout simplement des déclarations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, hein? True, false statement. D'accord. Alors, si c'est vrai, 1. Si c'est faux, c'est 0. D'accord. Donc, le programme, hein, il doit savoir comment gérer la donnée. Donc, on doit lui donner des types. Hein, je t'ai parlé des entiers, integer, c'est nos int. Là, 5, c'est un int. Je t'ai parlé des flottants, c'est les flottes, d'accord. C'est pour ça qu'on, quand on utilise de la virgule, on ne travaille pas sur des entiers. On fait quoi? Bah, on utilise une petite partie de notre processeur qu'on appelle un coprocesseur. Alors aujourd'hui, ils ont fusionné, hein, c'était vrai dans les années 90, et on utilisait un calculateur qui nous permettait uniquement de la virgule flottante, d'accord. Et on appelle ça un coprocesseur arithmétique. Tu vois, pourquoi coprocesseur? Parce qu'il vient appuyer le processeur principal. Le processeur principal, lui, il savait calculer que les entiers. D'accord. Donc on lui rajoutait une petite puce qui permettait de calculer les flottants. Voilà, mais revenons à ce qui nous intéresse. 3,5, c'est bien un float. D'accord. Ensuite, on a un string. Un string, c'est une chaîne. Try hack me, bah, je t'ai dit que c'est une chaîne. Try hack me, c'est 3 sous-chaînes. Si je concatène, je regroupe, je fusionne ces 3 sous-chaînes, ça me donne la chaîne try hack me. D'accord. Les booléens,
true ou false. D'accord? Vous connaissez quoi? La logique booléenne, hein? D'accord? Du fameux mathématicien anglais. Alors, nos variables, c'est vraiment important. Alors, une bonne façon de décrire les variables, c'est de les considérer comme je te dis des tiroirs. Je t'avais fait la métaphore, mais une boîte de rangement. D'accord? Et avec une étiquette dessus. Quand tu déménages, tu mets les articles dans une boîte, tu les étiquettes et bah, tu déménages, justement. D'accord? Et puis, je vais regrouper. Hein, pour pas que ça soit le bordel quand je fais mes cartons et que je déménage. C'est un peu la même chose. Je vais mettre, par exemple, tous les articles de cuisine dans la même boîte. D'accord? Bah, c'est pareil en programmation. En fait, les variables, elles sont utilisées pour stocker nos données auxquelles on donne un nom et auxquelles on accède plus tard. Alors, la structure d'une variable, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, label, par exemple, est égal à data. Nous, là, dans notre exemple, hein, ce que je te disais là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si on peut zoomer. Si, on peut zoomer. Cool. Alors, le nom de la variable, age, c'est notre label. D'accord? 23, c'est notre data. D'accord? Si je regarde 23 et que je la compare à ce qu'on a vu plus haut, 23, en effet, c'est quoi? C'est un entier. C'est un integer. 23 est un entier. Si c'était 23,5, ça serait un flottant. D'accord? Donc, age, je déclare, d'accord, ma variable. Quand je déclare ma variable, je lui donne un nom. Le nom de ma variable ici, c'est âge. D'accord? Et tu vois que alors, il y a un blanc, pareil, hein, ne collez pas, c'est important. Il y a un égal et je lui assigne une valeur. Une valeur, c'est un entier et qui est égal ici à 23. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai déclaré ma variable et je l'ai initialisée. Je l'ai déclaré, ma variable s'appelle âge et je l'ai initialisée parce que je lui donne une valeur, c'est un entier et elle est égale à 23. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, si je dois créer une autre variable, d'accord? Pareil, je vais lui donner name, nom. Et je vais stocker, cette fois-ci, c'est quoi comme type de données? Ça va être un string, ça va être une chaîne de caractères. En effet, moi, c'est Saltimbanque. Lui, c'est Ben, d'accord? Donc, vous voyez que là, quelle est la différence? C'est que quand je mets une chaîne de caractères, un string, j'ai besoin de l'encapsuler entre deux double quotes. Alors, j'aurais pu utiliser un single quote, d'accord? Mais j'ai pas envie de vous embrouiller. On va partir du principe que vous mettez un double quote. Donc là, pareil, j'ai initialisé ma variable et je lui ai donné une chaîne de caractères. C'est Ben, d'accord? Et la déclaration de ma variable, je lui ai donné name. Donc, name, déclaration de la variable, initialisation, je lui donne une valeur et cette valeur, c'est un string. Ok, on veut stocker encore une autre chose. On va demander, alors, je sais que maintenant que Ben, il s'appelle Ben, il a 23 ans et il est quoi? Il est droitier ou il est gaucher? Là, on initialise cette fois-ci un booléen. Comment je sais ça? Parce que sa valeur est sur true. Ça peut être que true ou false, d'accord? Donc tu vois bien que c'est pas un string, ne confonds pas. Si j'avais mis quoi? Si je fais ça, là, je viens de faire quoi? Je déclare quoi, là? Ben, comme au-dessus. En fait, ça devient plus un booléen, ça devient un string qui s'appelle true. Et ça fait une grosse différence. Tu vois que si je supprime, tu vois que ça passe en vert. D'accord? Donc ça, après les couleurs, tu t'y habitueras. Hein, c'est important, surtout quand tu travailles dans un IDE. Donc l'IDE, grosso modo, hein, te permet de faciliter ton code, hein, que ça va vérifier, faire des vérifications d'usage. Et même aller bien plus loin si on parle de copilote, après de Git et tout ça. Hein, mais grosso modo, ça permet d'aider, d'accord? Au début, tu peux coder dans n'importe quel éditeur de texte, mais ça va être très dur, d'accord? Pour analyser tes structures et tout ça, tes boucles. Donc, on se sert d'IDE. Là, c'est une sorte d'IDE puisque tu vois que ça te colorie déjà, hein, en une certaine couleur. Tu vois que là est égal, ils sont tous de la même couleur. Donc, pour en revenir, on a une variable cette fois-ci qui a été déclarée is left-handed. Alors, pareil, prends l'habitude. Hein, généralement, ça, tu vois, c'est pas lisible. Pense que tu travailles quoi? En groupe, tu travailles quoi? Avec d'autres développeurs. D'accord? Il faut que quelqu'un qui puisse lire ton code puisse comprendre
ce que veut dire ton code. Et le meilleur moyen de comprendre ce que fait ton code, c'est déjà de bien déclarer tes variables. D'accord? Alors, tu veux, et il est gaucher, tu vas mettre, on a pour habitude, d'accord? Is left-handed. On décompose. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus lisible pour moi qu'un truc collé. Tu vois? Même si je l'avais fait quoi? J'avais fait du camel case, j'aurais mis is left-handed sans, tu vois, l'underscore. Ça peut marcher, tu vois. Mais pareil, c'est des conventions. C'est des conventions, tu vois. Ouais, je peux le lire, mais c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu casse-couille surtout. Hein. Tu vois que là, ça aère ton texte et on le lit beaucoup mieux. Donc là, je viens de quoi? Déclarer ma variable is left-handed, je lui ai donné son nom et je l'initialise et je sais que c'est un booléen. Pourquoi? Parce que soit c'est true, soit c'est false. Ah, et tu vois que ça passe en vert. Mais si je mets false en minuscule, tu vois que là, je fais quoi? J'ai fait une erreur de typo. C'est-à-dire que le ton booléen, c'est tout le temps true, T majuscule, ou false, F majuscule. D'accord? Si tu le fais pas, là, il comprend pas. Tu vois, il me l'a pas colorié. Il me l'a pas colorié. Si je lui mets ah, là, il le voit comme Ben. Là, il comprend que le data type, c'est quoi? C'est un string. Mais moi, je veux pas un string. Donc, je retire ça. Là, pareil, il comprend pas. Si je lui mets un F majuscule, pardon, tu vois que maintenant, il comprend. D'accord? Donc là, j'ai modifié. En principe, ça devrait être égal à true. D'accord? Si on l'exécute. Donc, variable est constante. Mais parlons des variables. Les variables peuvent quoi? Varier? Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut en effet modifier ce qui est stocké à une date ultérieure. D'accord? Le nom peut passer de Ben à Adam. Le contenu d'une variable donc peut être utilisé en se référant au nom de la variable. Par exemple, pour afficher une variable, on peut faire quoi? On peut utiliser notre déclaration, notre statement print. Un print, ça nous permet d'afficher des choses. Et c'est ce que tu vois là. D'accord? Là, on va l'exécuter. Je lui demande quoi? Bah, tu vas d'abord séquentiel, hein, ligne par ligne. On va quoi? On va demander d'afficher ce qu'il y a dans le texte. D'accord? Affiche-moi le nom. Ensuite, affiche-moi l'âge. Et est-ce qu'il est droitier ou gaucher? D'accord? On va l'exécuter. Ah! Et tu vois que j'ai quoi? Il me dit là, attends, je viens d'introduire quoi? Je viens d'introduire un bug de programmation. J'ai un 13 back, d'accord? Donc ça, c'est notre trace qui me dit, écoute, ok, j'ai essayé d'exécuter ton programme. Là, il y a une erreur, d'accord? Au niveau de l'appel qui est fait. Il me dit, attends, regarde bien, ligne 4, d'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde, hein? Ça, c'est des commentaires. Dès que tu vois un dièse, c'est que c'est commentaire. Ça, c'est pas interprété. Tu vois, ça, le programme, il croit que c'est une ligne de code. Dès que tu lui mets un dièse dessus, tu commentes. D'accord? Donc, cette ligne-là, l'ordinateur, lui, il la voit pas, en fait. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette ligne. D'accord? Il voit cette ligne. C'est la deuxième. Et il voit cette ligne. D'accord? Tout le reste, en fait, pour lui, c'est invisible. Pourquoi? Ça, c'est commenté. Ça, c'est commenté. Ça, c'est commenté. Et ça, c'est commenté. Ça permet de commenter. D'accord? Tu vas toujours commenter ce que tu fais en restant le plus concis possible. D'accord? Et ça va aider encore une fois les autres développeurs quand ils reprendront ton code pour mieux le comprendre. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Je l'ai passé sur false. Reprenons. Je le repasse. Il était quoi? À true? Ok. Ah, tu vois? Il me dit qu'elle n'est pas définie. Ça changerait en fait. C'est pas mon booléen qui pose problème. Merde, qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que je viens de faire en fait? C'est quoi le problème? C'est que j'ai renommé ma variable. D'accord? Et là, en fait, c'est quoi le souci? Qu'est-ce que je t'ai dit? Commence simple. Au début, c'était comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je viens d'introduire, moi-même, en vous parlant, quoi, une erreur de programmation, tout simplement. Qu'est-ce que je fais là? Hop, on l'exécute. Ah, tu vois, je viens de corriger mon erreur. Pourquoi? Parce qu'il attendait une variable qui s'appelle is left-handed. Et qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je me suis amusé à tout passer en camel case. Alors, camel case, pour si vous débutez, c'est le chameau. Le chameau, il a des bosses. Quand on est en camel case, en fait, on passe tout le temps la première lettre en majuscule. I majuscule, L majuscule,
H majuscule. Ça, c'est ce qu'on appelle du camel case. D'accord? La casse, vous savez, hein, minuscule, majuscule, camel case, bah, c'est justement du minuscule et de la majuscule. Et la majuscule est tout le temps sur la première lettre. D'accord? Donc, moi, j'étais en camel case, lui, il attendait quoi? Bah, en casse, il était tout en minuscule. Tu vois? Du coup, ça pose problème. D'accord? Donc ça, c'est important. Hein. N'allez pas trop vite quand vous débutez, surtout si c'est le premier langage de programmation que vous apprenez. Faites attention. Hein. La casse, c'est sensible à la casse. Et si tu fais appel à quoi? Bah, une variable, bah, si elle est mal déclarée, hein, tu vas avoir un 13 back. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Le programme s'exécute. Il va chercher la valeur dans la variable non. Parce qu'on commence, tu vois? Quoi? On commence par là. J'aurais pu inverser, hein, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je fais? Je supprime. Je vais te montrer que tu comprends bien. Ok, on réexécute. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'intervertir. Ben est passé en dessous. Le premier truc, c'est âge. Pourquoi? Parce que je lui demande un print sur quoi? Sur âge. Ok. La variable, elle s'appelle âge. Alors tu vas me dire, c'est quoi la différence? Pourquoi là, c'est une chaîne de caractères avec un 2 points, virgule, et je passe quoi? Il y a un deuxième paramètre, premier paramètre, deuxième paramètre? Ouais, parce que le deuxième paramètre, dans cette position, il fait quoi? Il fait appel à la variable. Et ça, c'est juste pour dire au programme, écoute, tu vois, âge avec majuscule, 2 points, et tu récupères la valeur qui est stockée dans la variable âge, 23, et tu l'affiches. Et tu vois que c'est exactement ce qui se passe. Même chose, ligne 2. Pourquoi? Tu vas récupérer dans la variable de name la valeur de name. C'est Ben et tu me l'affiches. C'est exactement ce qui se passe ici. Est-ce qu'il est quoi? Gaucher? Tu récupères dans la valeur, il est gaucher. Est-ce qu'il est gaucher? Oui. Mais si je l'avais mis sur false, t'as bien compris, ça veut dire qu'il serait quoi? Qu'il serait droitier. J'exécute. Pourquoi Putain, pourquoi il ne me prend pas? D'accord? C'est passé à false. Donc là, il est plus gaucher, il est droitier. D'accord? Est-ce qu'il est gaucher? C'est sur faux. Non. Donc s'il n'est pas gaucher, il est droitier. Vous l'avez compris. D'accord? Donc vous voyez comment on peut manipuler très simplement des variables. On peut jouer sur ces variables, d'accord? Et à une autre étape de notre programme, on va par exemple décider que c'est l'anniversaire de Ben. Qu'est-ce qu'on fait? On va redéfinir la variable, d'accord? Tu vois qu'on n'a pas modifié quoi? Le nom, et on n'a pas modifié s'il était gaucher ou droitier. D'accord? Qu'est-ce qu'on change? On incrémente plus 1. D'accord? Mais en fait, la vie, c'est quoi? C'est un programme. D'accord? T'es né quoi? T'es né le 1er juillet? Bah écoute, un an plus tard, quoi, 365 jours, 367, ça dépend, 365, hein, plutôt. Donc 366 ou 365 jours, quoi, les années bissextiles, tu vas quoi? Bah tu vas la vie te rajoute une année, d'accord? Enfin, c'est nous, hein, connards d'humains, on se rajoute des années, tu vois? Je pense que si jamais tu fêtais pas ton anniversaire, bah, je pense que tu vis éternellement, d'accord? Plus sérieusement, on pourrait quoi? S'ajouter 666 ans, hein? D'accord? Voilà, tu fais ce que tu veux, d'accord? Donc tu vois que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'incrémenter, incrémenter, c'est-à-dire rajouter plus 1, 23 plus 1, c'est possible ça? Tu crois que ça passe? Ah, 24. Tu vois qu'il arrive même à quoi? À faire des calculs. C'est incroyable. Incroyable. D'accord? Donc tu vois quoi? Tu vois que on est passé de 23 à 24. Tu sais, ton anniversaire, t'as un an de plus dans la tronche. Pas de chance. Profite, ça passe vite. Donc, on verra hein, d'autres fondations après, plus tard. Hein, je vous conseille vraiment de lire et de continuer. On va faire ça très calmement. Hein, je pense que la vidéo va être longue, mais voilà, ça sera une bonne introduction. Et puis voilà, comme ça, j'aurai pas à le faire plus tard. Donc, on a des collections aussi.
en font des listes, si tu veux. Donc, c'est un exemple de structure de données en Python. D'accord? Les listes, elles sont utilisées tout simplement pour stocker une collection de valeurs en tant que variable. Qu'est-ce que j'entends par là? Là, tu vois que on a transport et âge. Donc, dans transport, je peux mettre ce que je veux. Là, je stocke voiture, avion, train. Et dans âge, je stocke pas qu'une valeur, mais une collection. D'accord? Ça me permet une collection de valeurs 22, 19, 35. D'accord? Donc, tu vois bien que quelle est la différence, si tu veux, entre une liste et une variable? Une variable peut avoir qu'une valeur à un instant T, d'accord? À l'inverse des listes qui peuvent avoir plusieurs collections de valeurs en tant que variable. Ensuite, les librairies. Hein? On en parlait hier. Même les meilleurs, des fois, putain, tu vois, je galère un petit peu avec Python. Hein. Je crois que... Bref. Ça arrive même aux meilleurs. Et le souci, c'est que si t'importes les mauvaises, quoi. Ah merde, les mauvaises librairies. Merde, tu sais que la moitié des librairies, c'est des librairies malicieuses. Merde. Et imagine, tu les importes et putain, tu les as pas. Et tu demandes à Pip, hein, de télécharger des librairies malicieuses. Tu vas te faire pirater. Attention, hein, attention avec les librairies. Vous savez que les attaques de supply chain, ça existe. Hein, je préfère vous sensibiliser avant que vous compreniez vraiment en fait quel est le risque. Hein, on verra ça plus tard. Mais voilà, les librairies, qu'est-ce qu'une permet une librairie? C'est que je vais pas écrire le code. Pourquoi? Pour faire telle ou telle chose. Il y a, je t'ai dit, des gens avant toi qui sont passés, qui ont fait de l'informatique, qui ont fait du dev et qui ont créé ces librairies. Alors, qu'est-ce que me permet ces librairies? Ces librairies vont venir étoffer mon code et vont être importées dans mon application que je suis en train de coder et ça me permet de pas coder à partir de zéro, ce qu'on appelle from scratch. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc, comment on importe ça? On va le voir tout de suite. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un plugin. Hein. C'est-à-dire que, en fait, tu vas pas réécrire une fonctionnalité pour ton programme. Tu peux le faire de A à Z. Hein. C'est comme ça que tu deviendras bon. Mais très souvent, tu as bien compris qu'on va utiliser, je te parlais de Panda pour faire certaines choses. D'accord? Et on importe une librairie et après, dans les librairies, on va venir piocher. Hein, en fait, des fonctions qui sont utiles pour nous, des classes. Et ça va permettre de, je te disais, gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'accord? Et tout le monde se sert des librairies. D'accord? C'est extrêmement utile et ça permet d'ajouter facilement des fonctionnalités sans avoir à les écrire et à partir de zéro. Ok, donc pour manipuler nos données, hein, on va introduire deux librairies, Pandas et Matplotlib. On va utiliser ces librairies et pour importer une librairie, tout simplement, on va utiliser import. D'accord? Plus le nom de la librairie. Là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Je viens d'importer Pandas. D'accord? J'importe la librairie Pandas. Cependant, pour plus de convenience, d'inconvénients, non, pour plus de facilité, d'accord? On peut également importer une librairie, on utilise import avec le nom de la librairie, mais il faut que la librairie soit installée, je t'ai dit, sur ta machine, d'accord? Et si tu charges et t'installes la mauvaise librairie, c'est là que tu vas te faire pirater. Hein. Donc regarde bien, va voir les référentiels, d'accord? Pour importer import, Pandas, tu vois? Parce que, donc, je te parlais des attaques de supply chain. Si t'importes moi, je crée une librairie qui s'appelle Panda. Tu vois, et tu vas être stressé, un soir tu vas être un petit peu fatigué. Tu vas faire quoi? Tu vas installer sur ta machine Panda. Mais c'est pas Panda, c'est Pandas. Tu vois? Et du coup, dans ton programme, t'importes quoi? T'importes Panda. T'importes pas Pandas au pluriel. Tu vois? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas importer, tu vas exécuter ton programme. Ça va faire appel à ma librairie. La librairie, elle est malicieuse. Tu viens de te faire poutrer par une attaque de chaîne logistique. Bravo. Alors, plus sérieusement, je suis sérieux, je suis totalement sérieux quand je vous dis ça. Mais on peut la renommer, d'accord? Quelle est la différence entre cette ligne et cette autre ligne? Le as, tout simplement, on vient pour des raisons de facilité de renommer Panda en PD, d'accord? Tout simplement,
qu'est-ce que ça va faire? Plutôt que me retaper pandas dans tout mon code, on va le renommer en PD. PD, hein, c'est une abréviation de pandas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord? Donc là, j'espère que j'ai été clair. Prenez le temps, ne regardez pas que mes vidéos. Faites. Je ferai des vidéos Python. On va se coder des vrais programmes de A à Z. Hein. C'est prévu dans les semaines, les mois qui viennent. Tout va dépendre de mon emploi du temps. Hein. Et puis, on reverra ça. Donc Panda, si je dois faire simple, c'est une bibliothèque Python qui nous permet de manipuler, traiter et des structures de données. D'accord? Tu tapes Panda, librairie sur Google et voilà, tu vas voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. D'accord? Donc on a maintes et maintes librairies. Si on doit pirater du réseau, une très très bonne librairie que tout le monde connaît en offensif, c'est Scapy. Tu vois, avec Scapy, tu peux commencer à faire des attaques de l'homme du milieu, tu peux commencer à pirater du Wi-Fi, tu peux commencer à défoncer des trunks, tu vois, pour pivoter sur des VLAN. Enfin bref, tu peux faire des trucs assez sales. Hein, et voilà, donc il va falloir te donner à fond, parce que, encore une fois, c'est pas toi qui as codé les librairies, donc il faut que tu comprennes quoi. Qu'est-ce que tu peux importer à partir de la librairie et comment utiliser les librairies. Tu as bien compris que là, on parle de quoi? De manipuler, traiter, structurer les données. Ça n'a rien à voir avec Scapy qui te permet de quoi? De sniffer, manipuler et pirater le réseau. D'accord? On va faire très simple. D'accord? Donc voilà. On a ensuite les structures de données. Hein, on va passer à la partie 2. Ok, donc là, j'ai tout fermé. On sort de là, hein, c'est une arborescence. On était dans Python, on passe à Panda. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a encore une fois du CSV, donc séparé par une comma separated, ok? Variables, ou je sais plus comment on dit, hein, voilà. Donc CS, separated, on a quoi? Séparé par une virgule. Ça tombe bien, c'est un CSV. Qu'est-ce que je vois? 1, 2, 3, 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4 lignes, d'accord? Et c'est quoi? C'est comme un tableur Excel, en fait. Hein, c'est un tableau. Qu'est-ce qu'on a? Des lignes et des colonnes, d'accord? Lignes et colonnes. Column, rows, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a la colonne employé, département, price. On a une valeur, je vois que c'est des entiers, hein, pour revenir à ce que je te disais. Les employés, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce sont des strings, c'est des chaînes, d'accord? Et department également, ce sont des chaînes. Donc j'ai des entiers, des chaînes et des chaînes. Ok? Reprenons. On va essayer de traiter ces deux. Alors, on va parler un petit peu. Pareil. On va dégager tout ça. Ouais, nickel. Alors, Panda. Le bloc-notes. Hein, ça permet donc d'exécuter du code. Là, on va s'intéresser à cette bibliothèque Python qui permet, je vous le disais, de manipuler, traiter, structurer. D'accord? On a vu qu'on peut faire notre import en tant que Panda et maintenant on va s'intéresser aux structures de données fondamentales. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les séries. Alors, une série dans Panda, c'est similaire à une colonne singulière dans un tableau. Hein. Je t'ai dit paire, clé, valeur. La clé, c'est le numéro d'index et la valeur, c'est les données qui y sont associées, que nous souhaitons stocker. Alors, pour créer une série, on va utiliser la fonction série de Panda, d'accord? Donc, on va créer une liste transportation, là, en l'occurrence. On fait notre import. Donc, je l'exécute. On vient d'importer la librairie Panda en tant que PD. Et maintenant, on va exécuter. D'accord? Quoi? Notre série. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois qu'on a notre clé et notre valeur. J'ai la première valeur train, avion et car. Et comment elles sont placées? Tout simplement, clé, valeur. Donc, train, sa clé, c'est 0. La valeur, c'est train. La clé 1, sa valeur, c'est plane. La clé 2, sa valeur, c'est car. D'accord? Donc, vous voyez que quoi? On peut utiliser, là, on va stocker dans une variable qu'on appelle transportation underscore series. On va appeler la fonction série. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, vous vous rappelez? On a résumé la librairie Panda en PD. Si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait ça. D'accord? Tu comprends que ça nous fait gagner du temps. D'accord? Ça aussi, ça marche.
Mais comme j'ai fait mon import, pas en tant que panda, mais en tant que PD, bah, et si dans mon code, qu'est-ce que j'appelle? Bah, il faut que j'appelle le bon truc. Tu vois que c'est PD series. Donc ça sera pas panda, ça sera le nom qu'on lui a donné. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va bien se passer. D'accord? Donc, je stocke quoi? On crée une nouvelle variable, on invoque la fonction série, PD, point, toujours très important, series, d'accord? Et à partir de là, je lui fournis quoi? Ma variable, d'accord? Transportation. C'est-à-dire qu'on a une fonction. Comment je reconnais ça? Bah parce que on a nos parenthèses. Et qu'est-ce que je lui passe en paramètre? Je lui passe transportation, notre variable. D'accord? Et après, je fais un print out. Je veux quoi? Que tu m'affiches le résultat. Tu vois ce que je te disais si on n'avait pas fait ça? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bam! 13 bacs, encore. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, cellule, donc dans notre index 4, donc qu'est-ce qui se passe? 4, print series, 2, ligne 2, il y a un problème. Il y a un problème, il nous dit quoi? Le nom panda n'a pas été défini. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on en revient, tout en haut de notre code, on a importé en tant que panda. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? J'importe en tant que panda. D'accord? On exécute. Ok, pas de problème jusque-là. Je fais mon appel. Ça marche. Tu vois? Pourquoi? Parce que je viens de modifier l'import. L'import en tant que panda. Donc cette fois-ci, c'est panda que je vais utiliser. Le reste ne change pas. D'accord? Puisque la logique reste exactement la même. D'accord? Et pensez à toujours faire un print, tout simplement, pour afficher le résultat. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, exactement ce que je te montrais en haut. Bah, ce qui est là. Ce qui est là. Le principe de clé-valeur. Qu'est-ce qu'on a? 0 train, 1 plane, 2 voiture, car. D'accord? Alors, les D-types. Alors, les D-types, on va en parler vite fait, c'est les types de données. D'accord? C'est le type d'objets qui sont présents au sein de la série, des séries même. On a quelques exemples ici. Je peux avoir donc une chaîne. Une chaîne, je lui passe quoi? Je lui passe des words, des mots, et ça me donne un objet. On travaille sur des objets. À l'inverse, je peux travailler sur des integers. D'accord? Je lui cale, je passe quoi en paramètre? Des nombres. Et donc, on est sur des integers en 64 bits. D'accord? Donc ça, c'est des bases. Encore une fois, on va pas rentrer dans les détails, sinon vous allez être perdu. Il faut commencer très simple et après, en fonction de votre compréhension, d'un très haut niveau d'abstraction, on va passer en bas niveau d'abstraction. Je parle pas de quoi? De Python. Python reste tout le temps un haut langage d'abstraction en programmation. Ok, trame de données, ce qu'on appelle les data frames. En fait, elles étant d'une série car il s'agit d'un regroupement de séries. Tu te rappelles ce que je t'ai dit en préambule? On a quoi? On avait quoi? On avait des variables et on avait des listes. D'accord? Variables, listes. Ok, je comprends mieux. Maintenant, j'ai quoi? J'ai des séries et je peux avoir des trames de données, des data frames, qui sont un regroupement de séries. Dans ce cas, on peut les comparer à une feuille de calcul, à une base de données. Je te dis, c'est un tableau, c'est un tableur Excel. D'accord? Tableur Excel, ligne, colonne. Qu'est-ce que je t'avais pris comme exemple? Eh ben, je t'avais pris l'exemple qu'on a là. Ça, c'est quoi? C'est un CSV. Un CSV, c'est quoi? C'est une trame de données. C'est un data frame, ça. D'accord? Donc, il faut bien le comprendre. Tu vois que on a les employés, le département et le prix. D'accord? Je peux te prendre un autre exemple ici. Le nom, l'âge et le pays de résidence. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des strings, words, on a des objets, objets, et on a des integers, je lui passe des numbers, et on a du int 64. Ah bah, je crois, je suis pas sûr. D'accord? C'est l'âge.
Donc, rappelle-toi que tu as déjà importé en tant que Panda, ASPD. Non, moi, je ne l'ai pas importé en tant que Panda, je l'ai importé en tant que... Je remodifie le code, hein, parce que vous avez vu. Pourquoi je fais tout ça? Je répète, pour que ça rentre bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai effacé le PD, je l'ai importé en Panda. Donc, il faut que je réécrive le code. D'accord? Très simple. L'ADF, ça faisait appel à PD et ça demandait un data frame. Hein, et on lui passe les arguments associés. Mais moi, je m'en fous. Là, je modifie. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Ok, j'exécute. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous met exactement ce qu'on a vu au-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait notre import. Ça crée une liste en 2 dimensions. D'accord? 3 dimensions, ça va être compliqué. Hein. Enfin, c'est possible, hein, mais on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc, 2 dimensions. On a quoi? On a nos rows, c'est-à-dire nos lignes, et on a nos columns. Ok? Donc, Ben 24 United Kingdom, tu vois que ça, quoi, ça se suit en fait. Hein. Ben, il est quoi? Je t'ai dit, on commence à partir de 0 au tout début de la vidéo. Là, tu vas me dire, attends, alors, ah ouais, index 1, index 2, index 3. Mais non, toi, là, tu comptes comme un humain. Compte comme un putain de robot, de machine. D'accord? Index 0, index 1, index 2. D'accord? 0, 1, 2. Nos index. Ensuite, bah, séquentiellement, Ben 24 United Kingdom, Jacob 32 United States of America, ok, Alice, ok, 19, ok, Germany, ok. C'est exactement ce que tu as là. Ok, désolé pour mon accent de merde. Encore plus pourri quand j'essaie de faire l'américain. Ok, donc on vient de créer une variable df. Pourquoi? DF pour data frame, tu l'appelles comme tu veux. J'aurais pu quoi? J'aurais pu l'appeler saltimbanque. Hein? Je t'ai dit quoi? Pense à mettre des underscores, c'est important. Saltimbanque et un Charles. Tu crois que ça marche ça? Oh, ça va marcher ça, tu crois? Je regarde mon code et tout. Ça marche ça? Ça a l'air de marcher aussi, hein. Now let's print quoi? DF? C'est pas DF. C'est saltimbanque et dans Charles. D'accord? Ça marche ça? Ah merde! Saltimbanque, qu'est-ce qu'il y a? Bah pareil, hein. Et tu fais ton appel correctement. Is not defined. Ah bah là, il est defined, tu vois? Ok, parfait. Donc tu vois que, en fait, tu peux appeler tes variables comme tu veux. On s'en fout. Mais il faut que ça parle. D'accord? Il faut que ça parle. Et oh, saltimbanque et un charlot, bon, tout le monde le sait. Mais tu as bien compris que si on parle de data frame, autant faire au plus simple. D'accord? Puisque je t'ai dit que le gars qui va reprendre quoi? Le code, lui, il va pas comprendre. Hein, tu vois? Donc, si on reprend, qu'est-ce qu'on a fait? On a stocké dans une variable. D'accord? On a appelé notre library panda. On fait appel à la fonction dataFrame. Et on lui passe quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Bah, data, column et name, age, country of residence. Et on l'affiche. Ok, donc je suis quoi? Bah, tu vois bien, c'est ce qu'on fait là, en fait. D'accord? Notre DF. Notre DF, on stocke quoi? On lui spécifie les colonnes dans l'ordre de la liste. Qu'est-ce qu'on a vu? Ben, name, 24, age, country of residence, United Kingdom. Ok, ça te paraît logique? Donc ça, c'est nos colonnes, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pourquoi data? Mais parce qu'il faut que je lise. Et je lis quoi? Je lis dans ma data frame. D'accord. Ok, donc data, c'est ça. C'est ma bulle. Dans ma bulle, il faut que je quoi? Que je parcours. D'accord? Donc mon premier quoi? Qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe d'abord data. Je lui dis dans ma bulle, tu vas quoi? Bah, second argument, tu vas quoi? Tu vas passer et parcourir en fait. Pourquoi passer un data frame? Tu vas parcourir de façon séquentielle nom, âge, country of residence. Donc là, ça te paraît logique, tu vois? Et tu vois bien que si je quoi? Bah, si je commence à m'amuser à quoi? Pareil, à déplacer. D'accord? Et on aurait pu déplacer. J'aurais pu mettre Jacob, quoi? Jacob, allez, on va foutre le bordel un peu, tu vois, mais que tu comprennes. Jacob, et lui, je le rappelle, voilà, Toto. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, bah, il n'y a rien, tu vois, on vient juste de modifier quoi? Eh ben, Jacob, voilà, maintenant il est passé là, il habite, c'est lui qui a 24 ans, c'est plus Ben, il est passé en United Kingdom, d'accord? Et Toto, maintenant il a 32 ans et il habite aux États-Unis. Tout le monde sait que Toto le hacker réside aux États-Unis. Donc voilà, et Alice, ça n'a pas changé. D'accord? Donc tu vois comment on peut commencer à manipuler, encore une fois, et bah ça, c'est les bases. C'est vraiment les bases. Et comme je t'ai dit, tu vois, tu prends ça, notre fonction, et tu lui passes le data. Data, c'est tout ça. C'est ma bulle. Et dans ma bulle, bah, il faut que je parcours. Et je parcours de façon itérative et de façon séquentielle. C'est-à-dire que je vais faire première ligne, plus ensuite l'autre ligne, plus ensuite l'autre ligne. Mais c'est pas des lignes, en fait, c'est des index avec des clés et des valeurs. C'est ce qu'on appelle une liste bidimensionnelle. N'oubliez pas que le data frame comporte des lignes et des colonnes que nous devons fournir à chaque ligne de données de la colonne correspondante. Alors, donc c'est un bon début. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le souligner, d'accord? Ça commence bien, hein, ça nous permet donc de créer une liste bidimensionnelle et Panda aussi nous permet de manipuler de toutes les façons possibles, d'accord? Imaginons qu'on veut uniquement retourner quoi, une ligne spécifique, on peut utiliser lock, hein, qui est au sein de Panda, et lui donner quoi? Bah, le numéro d'index de la ligne correspondante. D'accord? Là, dans l'exemple suivant, on veut retourner la ligne 2 et on voit que notre indice, d'accord? C'est quoi? C'est 1. Pourquoi? Parce qu'on notre index, nos index, indices, hein, enfin index, indices en anglais, index au pluriel, part de 0. Hein, et qu'est-ce qu'on a vu? 0, 1 et 2. Donc là, ça va retourner quoi? Là, ça retournait Jacob, tu te rappelles? Et maintenant, vu que j'ai tout modifié, ça va retourner quoi? Toto. D'accord? Parce que Jacob a remplacé Ben et la ligne de Jacob, c'est Toto qui l'a prise. Et Toto, 32 ans, États-Unis. D'accord? D-type, c'est quoi? Name 1, en effet. Qu'est-ce qu'il y a? Index 1, virgule. On a vu que c'est un type de données. On travaille quoi? Sur des int 64? Ben non. Qu'est-ce que je fais? Je travaille sur un objet. D'accord? Là, c'est bien un objet. On a vu que des objets, qu'est-ce qu'on faisait sur les objets? Eh ben, on lui passe des words. D'accord? En effet. Si maintenant je modifie, que tu comprennes bien, de objet. D'accord? Pourquoi? Bah, parce que pareil, là, c'est Alice. Ok. Si on sort de notre index, out of range, on est en dehors de la plage. Il n'y a pas d'index 3. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qu'il te dit? Regarde bien. Erreur de valeur. D'accord? Donc, tu as essayé de faire ton lock, get lock, d'accord? Avec self et key. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ligne 345, ça fait un return, ça essaie de retourner la valeur. Mais quoi? Il y a une exception qui est soulevée, qui est levée, d'accord? Avec une valeur, value error, hein, qui est stockée en tant que R, pareil. Et qu'est-ce qu'il dit? Out of range. Il dit, t'es pas dans le range, t'es pas dans l'intervalle. Mais pourquoi? Bah, ouais, en effet, notre intervalle, c'est quoi? C'est 0, 2. D'accord? Tu peux mettre -1. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, index négatif. D'accord? Mais tu vois, c'est comme ça aussi qu'après on teste nos programmes parce que tu dois tester aussi ce qui n'est pas prévu. D'accord? Mais moi, je suis pas dev. Hein, tu feras ça plus tard. Hein, tu verras. D'accord? Ah merde. Et là, c'est pareil. Il dit quoi? Il dit -1. C'est pas dans le range. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'il dit que bah, la cause et l'exception, c'est quoi? C'est que bah, tu as définit une valeur de -1 qui n'est pas dans l'intervalle, qui n'est pas prévue dans l'intervalle. Du coup, voilà ce qui en découle. D'accord? On ne peut pas traiter les données, on ne peut pas parser la data. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ton lock, ta clé, mais elle est à l'ouest. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait quoi? La ligne 2. Donc on lui mettait 2. Lock 2. Ok, là il est content, il est content. Voilà. D'accord? Lock 2, name, to, d, type, object. Voilà. Hein, pareil, hein, c'est en dehors de l'exercice, mais je pousse le programme à la faute pour que vous compreniez. Et regarde aussi, il y a une grosse différence. Qu'est-ce que tu vois là? T'as pas l'impression que, ah ouais, au niveau de l'indentation? Ouais, en effet, il y a une indentation, mais qu'est-ce qui se passe aussi? Mais tu vois bien que là, on a doublé. D'accord? Si tu les retires,
en PLS. Le programme, il est en PLS. OK? On exécute? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Indentation, erreur, unexpected, un indent. Donc, indentation non attendue. Pourquoi? Parce qu'il te dit que tu ouvres à Toto, tu fermes à Toto, tu ouvres à Alice. OK, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que ça, c'était une bulle. Notre bulle, elle s'appelle data. Donc, bah pareil, il faut doubler. C'est important. Hein, vous savez qu'en programmation, c'est très important. Je ferme, j'exécute, plus de problème d'indentation. D'accord? Pareil, pensez, hein, il faut doubler ici. D'accord? Et regardez bien, l'IDE vous aide. Quoi? Ça, j'ouvre là, je ferme là. 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 Mais il faut refermer là parce que tu as ouvert là. OK? Je répète, que ça soit bien clair. OK, on va passer à Matplotlib. Alors, ça permet cette fois-ci, cette librairie, de créer une grande variété de parcelles, hein, ce qu'on appelle des plots en anglais. Donc des diagrammes à barres, des histogrammes, des diagrammes circulaires, des cascades, toutes sortes de choses. Ça va vous permettre de faire du reporting, d'accord? Quand vous travaillerez en production, un super métier que j'ai occupé pendant quelques années. Tu fais des petits camemberts, tout ça, tu présentes au client, tu fais du reporting. C'est génial comme boulot, je vous le conseille. Vraiment, vraiment, je me suis enrichi. C'était exceptionnel. Donc voilà. On va se servir de notre librairie, ok? On va passer à autre chose. On va descendre, on va vérifier qu'on n'a rien oublié. Ah non, il y a encore plein de choses. Bon, en fait, l'exercice est beaucoup plus court que ça. On va continuer. Autant pour moi, je continue. On va parler un peu de grouping. Alors, le grouping, c'est essentiel, hein, un concept essentiel au niveau de quoi? De l'analyse de données, d'accord? Le fait donc de grouper, hein, c'est une opération au sein de Panda qui va permettre à un groupe, donc nos données, quoi? De grouper nos données en catégories, d'accord? Et de faire quelque chose avec elles, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux grouper des colonnes, je peux grouper des lignes et je peux également les comparer. D'accord? Donc, dans l'exemple qui suit, ok, donc dans l'exemple suivant, pardon, la compagnie a fait une remise de prix, une soirée de remise de prix, si vous voulez. Et donc, il faut grouper quoi? Bah, les colonnes département et prix, hein, et faire la somme, d'accord? Pour voir combien eh ben, il y a eu de remise de prix pour chaque département. D'accord? Ok, donc on charge notre fichier CSV, d'accord? En tant que data frame, trame de data, de données. On l'appelle DF, encore une fois, par facilité. On tape, si tu as suivi, je corrige le code, parce que chez moi, je ne l'ai pas renommé. Je fais appel à quoi? À la fonction read CSV, d'accord? Pourquoi? Bah parce que j'ai besoin de lire le CSV. Et je lui passe pas quoi? Bah je lui passe award.csv et j'ai besoin de faire mon return, de lire ce qu'il y a dedans, donc je l'appelle DF. D'accord? On l'exécute. Sauf que maintenant, on a quoi? On a regroupé le nombre de prix qui ont été remis par quoi? Par département. Mais c'est pas parfait. Pourquoi? Parce que j'ai des doublons. Je sais que Ben et Mohamed, ils sont dans le même département IT. Elise, par contre, fait partie du support. Elle n'a pas eu de prix. James fait partie de la comptabilité. D'accord? Et lui, il a gagné un prix. D'accord? Et en fait, l'IT, c'est les meilleurs. Ils ont gagné 2 prix. Mohamed a gagné un prix, Ben a gagné un prix. D'accord? Donc, comment je peux regrouper ça? Parce que là, en fait, c'est superflu. On va grouper département et price. Donc, département et prix, je veux les regrouper. On reprend ce qu'on a fait. Je reprends mon DF. OK? Cette fois-ci, on va utiliser le group by. D'accord? Grouper par. Et qu'est-ce que je lui passe? Département, ma colonne. D'accord? Price, le prix. Et je veux que tu calcules la somme. D'accord? Donc, on utilise la somme pour retourner la somme des valeurs de chaque colonne. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vois qu'on est en int 64. En effet, on n'est plus sur nos words, d'accord? Et là, price, dtype int 64, et on fait la somme, et je te dis, en effet, c'est bien le département de l'IT qui a 2. Pourquoi? Parce qu'on a Mohamed, Ben. Ok. Support c'est qui? Support, c'est Elise. Elise, 0.
Bah ouais, je crois. Hein. Et account, compta, quoi? James, 1. D'accord? Vous voyez comment ça permet de traiter la data? D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va grouper les colonnes département et price, mais on va justement faire comment dire, en pourcentage. Hein. On va traiter la donnée et on va essayer de faire un tableau, d'accord, avec toutes les données. Donc cette fois-ci, même quoi, syntaxe au début, je lui passe département, département, price, price, sauf que cette fois-ci, on n'utilise plus sum, on utilise describe, décrire, d'accord? Et donc ça permet justement de faire ce résumé. Qu'est-ce qu'on a? Le count, le min, standard, min, 25%, 50%, 75% et notre max. D'accord? Ok, donc là j'ai fait un peu plus que ce qui était demandé. D'accord? Ok, on sort de là, on passe à Matlab. Je te le disais, cette fois-ci on va picoler. Super, super. Ah, il y a du Morito. Parfait, parfait. Moi je vais me prendre un Morito, hein, là je crois, tout de suite. Alors, plus sérieusement, on a à nouveau un CSV. Je vais fermer ça, fermer ça, fermer ça, et on va s'ouvrir ce notebook. Alors, donc ça permet de traiter la donnée. Je te disais de tirer notamment quoi, des graphes, d'accord? Donc vous allez voir, ça va introduire cette puissante librairie qui est Matplotlib, d'accord? Elle nous permet de créer des visualisations de nos données et de l'utiliser intensivement hein, pour traiter la donnée au sein des data scientists, hein, ce que je ne suis pas. Et la visualisation, je vous ai toujours dit, pour pouvoir comprendre la donnée et qu'elle soit accessible aux autres, eh ben, le meilleur moyen, c'est de la représenter et de la visualiser. D'accord? C'est beaucoup plus facile de lire un graphe que du code et de la data pure et dure. D'accord? On aime bien, l'esprit humain aime bien la représentation graphique. D'accord? Si je te fais un jeu en texte, appuie sur 1 pour te déplacer à droite, appuie sur 2 pour te déplacer à gauche, tu vois que c'est un peu chiant. Si je te mappe ta touche gauche et droite pour ces deux valeurs et que je te représente un petit bonhomme en 2D qui se déplace, là tu vas dire ah ouais c'est tout de suite un petit peu plus fun. D'accord? Et si après ce jeu en 2D, bah, je le passe en 3D, ah bah là tu vas me dire ah ouais c'est encore plus de gueule. D'accord? Et ça va encore complexifier derrière le code pour rendre tout ça. Mais tu as bien compris que, encore une fois, si on doit traiter de la donnée, je te donne des exemples triviaux, c'est toujours beaucoup plus cool de représenter la donnée par des graphes, des camemberts, ce que tu veux. D'accord? Donc c'est pareil. On recommence. On a besoin d'importer Panda en tant que PD et on importe cette fois-ci également quoi? Matlib.pilot. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de charger quoi? Toute la librairie, je prends la librairie matplotlib, mais je veux utiliser une section précise. D'accord? C'est pour ça qu'on lui met un point, qu'on fait notre appel et on le renomme en tant que PLT. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre premier plot. On fait appel à pplot. Pplot a été importé de la bibliothèque matplotlib. On veut créer notre premier graphique linéaire, d'accord? Afin de démontrer les commandes exécutées au cours du mois de janvier, février, mars et avril. D'accord? J'ai de la data. Moi, je veux quoi? Je veux mon graphique linéaire. Je veux comprendre et mettre en forme. Comment on va faire? On va utiliser la fonction de tracé. D'accord, pour créer notre premier graphique et fournir quelques valeurs, hein, puisque si on doit tirer un graphique linéaire, il nous faut quelques valeurs. Alors, on a une expression en anglais, hein, along the corridor, up the stairs, c'est-à-dire pour vous rappeler X, Y, quoi, le long du couloir et jusqu'en haut dans les escaliers, d'accord? C'est-à-dire que quoi, il y en a un X, abscisse, Y, ordonnée. Putain, c'est là que j'aurais dû, tu vois, me dire, j'aurais dû bosser mes maths, hein. Putain, si j'avais pas eu des profs de maths de merde, j'aurais été super bon en informatique. Bon, plus sérieusement, plt.plot, ok, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction de tracé pplot. Pourquoi? Rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? C'est ce que je te disais. Il nous faut quoi? plt.plot. Ok, rappelle-toi, on a renommé notre pplot importé à partir de la librairie en tant que PLT. J'appelle PLT,
qui va venir rechercher dans la librairie Pyplot. Mais il faut que je fasse notre appel. Et Pyplot, on sait qu'on a une fonction plot. Donc, plt.plot. Je le passe, on l'exécute. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Un 13 back. On se mange, PLT n'a pas été défini. On remonte là-haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si. Sauf que je ne l'ai pas exécuté. Maintenant, ça marche. Incroyable. Ok. Ça nous fait notre tracé, mais quel est le problème? Il faut lui fournir des données. Donc, dans ce scénario, en fait, on va lui donner manuellement les valeurs. D'accord? N'oubliez pas, on commence toujours par l'axe et ensuite par l'ordonnée. On commence tout de suite par l'abscisse et l'ordonnée. D'accord? Axe X, axe Y. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ben, il faut lui donner et le gaver de données. C'est ce qu'on va faire. Hein? Donc, on va faire notre plot. Notre plot, c'est quoi? Ben, c'est un graphique. Qu'est-ce que je lui donne? PLT, plot. On lui donne tout d'abord les mois, janvier, février, mars, avril. Et ensuite, on lui passe quoi? 8, 14, 23, 40. Qu'est-ce que je fais? Je lui passe des valeurs cette fois-ci. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire? On part de quelque chose de vide, on exécute et ça va nous le tracer. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il récupère janvier, février, mars, avril. Qu'est-ce que je t'ai dit? D'abord les X. Janvier, février, mars, avril. X, Y. D'accord? Et qu'est-ce qu'on lui a dit? 8, 14, 23, 40. 8 janvier, c'est possible ça? 10, 8 janvier. 14, quoi? Février? Ouais, à peu près, ouais, ça a l'air bien. D'accord? 23, marche. Ouais, on est à peu près à 23. D'accord? Et ensuite, 40. On monte tout en haut. 40, en effet, quoi? 40, avril. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Ok, donc vous voyez, très simple. D'accord? Enfin, très simple. Non, si tu te débites, tu vas galérer. Mais tu vois que, voilà, on a des petites données et tu peux tirer des graphes tranquille et te faire kiffer. Hein, tu vas être le roi des données. Un data scientist confirmé. Donc, on peut continuer. Il y a d'autres choses. Hein, vous l'avez bien compris. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a vu? On peut lui donner un nom spécifique avec title, d'accord? On peut, avec X label, quoi? Ben, lui permettre de spécifier un nom, un label. Labelliser quoi? Ben, le X, d'accord? Et on peut faire la même chose avec Y, d'accord? Ça me permet quoi? Eh ben, de donner et de labelliser tout ça, d'accord? Enfin, labelliser en français, c'est un autre nom. On travaille pas dans des produits pharmaceutiques ou alimentaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que X, on travaille sur quoi? January, February, March, April, oh yeah. C'est quoi? Bah c'est les mois. C'est quoi? Ce sont les mois de l'année. D'accord? Y, qu'est-ce qu'on a vu? Le nombre de jouets produits. Ouais, ok. Hein? Tu peux le passer en français, hein, c'est pas un problème. Et le titre, c'est quoi? Un graphe linéaire qui nous montre, bon, je vais pas le repasser en français, hein, vous avez compris, le nombre de jouets produits entre septembre et décembre. Est-ce que je suis allé inventer la poudre? Non, je crois pas. Hein, janvier, avril. Ouais, mais une année, quoi. Entre septembre et décembre. Ah, parce qu'ils ont modifié les valeurs. Ok, je comprenais pas. En effet, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Ok, et on lui donne 8, 14, 80, 160. On exécute. Ah, mois de l'année, tu vois, ça, il aime pas. Invalide syntaxe. Merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il est en train d'interpréter ça. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Justement, je te pousse à la faute. J'ai ouvert là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je referme. 1. Mais là, quoi? Ah bah ouais, c'est interprété, hein. Les Anglais, eux, ils se prennent pas la tête, hein. Donc il faut quoi? Bah que je double là. Ça peut le faire, ça? Vous croyez? Merde.
Ah, il aime pas. Comment je peux faire? Ah, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ça? Oh, là, ça passe. Là, ça passe. Comment il nous l'a mis? Mois de l'année. Mais tu vois que, putain, il interprète. Tu vois, il est en train d'interpréter, là. Celui-là, je le veux pas. Tu vois, ça fait dégueulasse quand même. Hein. C'est pas beau. C'est pas beau. Mois de l'année. Et quoi? En plus, il me l'affiche. Mon single quote. Comment on peut lui niquer la gueule? Comme ça, on a vu que ça marche pas. Hein. Ça va pas marcher. Si, ça le fait passer. Ah, ça passe. Sinon, j'aurais pu quoi? J'aurais pu casser. D'accord? Comment je le casse? Comme ça? Oh. Ah merde, ça marche. Ça veut dire que je peux le casser comme ça, repasser en single quote. Merde. Merde, ça marche. D'accord? Donc n'oublie pas, en français, nous, on utilise quoi? Bah, l'année, c'est pas un blond. D'accord? C'est un single quote, année. Je vais mettre quoi? Un anti-slash. D'accord? Ça me permet de casser. Dès que je retire ça, bam, ça replante. Merde. Invalide syntaxe. Bah ouais. Pourquoi? Parce que nous, en français, et vous l'utiliserez très souvent, il va falloir casser. D'accord? Et là, c'est bon. Il comprend. Tu vois? Et il nous l'intègre bien. Donc pareil, hein, je joue au con avec vous parce que c'est des erreurs de débutant. D'accord? Et enfin, moi-même, je suis débutant, tout ça, tout ça. Hein, je suis pas en train de juger quoi que ce soit. Moi, je fais pas comme les autres. Je juge jamais personne. D'accord? Donc là, c'est cool. Tout de suite, je vois les tendances. Je vois que on a quoi? On a accru notre production de jouets entre septembre et décembre. Et je vois quantitativement ce qu'on a fait. D'accord? Le nombre de jouets produits, on était parti, on était à quoi? Si tu regardes bien, on était à 8, on a fini à 160. D'accord? Pareil, je détaille pas, vous avez compris, vous êtes intelligent. Maintenant, on va se taper des barres. Avec Saltimbanque, on se tape tout le temps des barres. Donc, plus sérieusement, un graphique en barre, en bâton, en bâtonnet, je sais pas, j'ai pas été à l'école, hein, vous irez chercher sur internet. Donc, ce qu'on appelle un bar carte, ok, ça permet justement de comparer des points de données, d'accord. Par exemple, on va voir ce que préfère Frostling, d'accord. Moi, vous savez, c'est le Morito. Hein, mais on va voir ce qu'aime Frostling. Hein, qu'est-ce qu'il aime boire le plus? Donc tu te rappelles, on a nos petits elfes, on a Antarctic Craft et bah ils font pas que des jouets. Apparemment, ils fabriquent aussi des boissons, d'accord? Et bah voilà, et il y a la machine communale qui permet de distribuer ces boissons, d'accord? Donc on va demander à nos employés de voter pour leur boisson favorite, d'accord? Et puis on va utiliser Plot, d'accord? Pour traiter notre donnée. Alors, si on fait un petit résumé et une spreadsheet, hein, qui est tout simplement quoi? Ben, un tableau croisé, tu vois? Enfin, oui, tableau croisé, enfin un tableur, si tu veux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu 8 votes pour du Holy Jolly Fizz. Il y a eu 3 votes pour le Milstitio Mojito et le Frostbite Frappuccino 16. Donc comment on va pouvoir mettre ça en valeur? On va utiliser Panda, d'accord? PD as, rappelle-toi, ne te déconcentre pas, ok? J'appelle Panda, pourquoi? Parce que tout en haut, j'ai pas renommé comme eux. Hein, tu vois, encore une fois, je fais exprès pour que tu te rendes compte pourquoi tu fais des erreurs quand tu commences à coder. Et ça t'envoie des 13 bacs et d'autres, tu fais ah ouais, c'est compliqué, hein, je vais passer sur Exegol. Donc, plus sérieusement, bon, t'importes, hein, tu vois, ton spreadsheet, tranquille. Et nous, on veut charger ça. Ça, ma petite bulle. Encore une fois, je suis dans ma petite bulle et le fichier, il s'appelle quoi? C'est un fichier CSV. Ok. On a notre spreadsheet que j'ai renommé. Ma variable s'appelle spreadsheet. Je l'ai déclaré, je l'initialise. Je l'initialise comment? Je fais appel à Panda, d'accord? Et cette fois-ci, on utilise la fonction CSV. Qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? Notre fichier CSV. Ok. Étape 2. Deuxième variable qu'on va appeler boisson. D'accord? Je lui dis à partir de ma bulle, spreadsheet, tu vas quoi? Bah, tu vas d'abord afficher les drinks et ensuite ma deuxième colonne, c'est quoi? C'est vote. D'accord? Regarde bien la syntaxe. Comment c'est fait? On travaille sur quoi? Sur des strings, sur des chaînes. N'oublie pas, single quote, single quote, single quote,
single quote. Ok, étape 3. On va demander à Pplot de calculer la taille. D'accord? Donc, on va utiliser figure et ça va permettre de faciliter en fait la lecture des valeurs. D'accord? Ça va tout simplement ajouter, la taille des bâtons, si tu veux, en fonction des valeurs. D'accord? C'est pour plus de lisibilité, si tu veux. Alors, si on regarde bien, je fais appel à PLT. Cette fois-ci, je lui passe figure. Fig size, qu'est-ce que je fais? Bah, j'initialise au sein de la fonction, j'initialise une nouvelle variable et je lui mets quoi? 10,6. Mais là, tu vas me dire quoi? Ben non, c'est pas dans ma bulle. Hein. 10,6, c'est quoi? C'est des conventions. C'est des conventions. Je peux tout à fait les modifier par la suite. Hein, on va le voir. Ensuite, j'utilise bar, d'accord, qui permet à Pplot, en fait, d'utiliser tout simplement le graphique en barre. D'accord? H, horizontal, V, vertical. OK? Donc, PLT bar H, je lui passe quoi? Drinks, on l'a vu au-dessus. Votes, et je vais lui mettre une couleur. Sky blue, je lui donne une valeur à une troisième variable, qui est la couleur. D'accord? Et en effet, qu'est-ce qu'il me l'affiche? Il me l'affiche en sky blue. Ensuite, il faut les labels. Hein, il faut donner des noms pour qu'on puisse quoi? Pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. D'accord? Donc, encore une fois, je peux tout à fait modifier et dire d'accord? Je peux raccourcir. Je peux nom de la boisson, d'accord? Bon, t'as compris, hein, je vais pas m'amuser à tout faire. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait? Le final, on va quoi? Donc c'est optionnel. On va inverser, pardon, excusez-moi, anglicisme, l'axe des Y avec l'axe des X. D'accord? Pourquoi? Encore une fois, pour que ce qui est le plus populaire soit tout en bas. D'accord? C'est beaucoup plus parlant que quoi? Imagine, tu as des centaines de données. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obliger ton lecteur à quoi? À regarder, à remonter tout en haut, tout en haut, tout en haut pour voir que, ah ouais, c'est bien le Frappuccino qui tape le plus. Non, d'accord? On commence tout le temps par le bas, Frappuccino 16. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Si je le fais pas, regarde, je commente. On exécute? Qu'est-ce qui change? Alors bien sûr, qu'est-ce qui va changer? Ça va devenir boisson, d'accord? Nom de la boisson, name of drink, ça va devenir nom de la boisson. Et le reste va rester inchangé, à part qu'on intervertit nos barres. On exécute. Bam! Merde. J'avais pas besoin de le changer. Tiens, bah voilà, tu fais le malin, Saltin. Dans ton cul, voilà. DTC, Saltin, tu fais le malin. Ok, on exécute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nom de la boisson, je viens de le changer. Boisson, je viens de le changer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, Frappuccino passe en haut. Incroyable. Qu'est-ce que je peux faire? Incroyable. Je viens de changer la couleur. D'accord? Bon, t'as compris? T'as compris et prends cette habitude. On décommente. On passe la barre en bas. D'accord? Parce que moi, j'aime bien le rouge. Un jour, je travaillerai dans la rétine. Ok, quand je serai grand. Oh, donc voilà. Hein, vous voyez comment on peut faire des petits trucs sympas sans trop se prendre la tête. Alors bien sûr, on travaille sur des datasets, des jeux de données qui sont très simples, mais vous voyez qu'on peut commencer à triper. Bah maintenant, on va mettre en adéquation tout ce qu'on a vu, d'accord? On va traiter à l'aide de Panda et de Matplotlib, d'accord? On va prendre un exemple, ça va être notre exercice, ça va être notre capstone. Hein, capstone, vous savez en anglais, ça veut dire, comment dire, la dernière étape avant de finir l'exercice. D'accord? Donc, encore une fois, il faut répondre aux questions. On va utiliser notre bloc-notes avec la machine virtuelle. Et cette fois-ci, on veut quoi? On va traiter notre network traffic CSV, hein, celui qu'on avait vu au tout début. Dans Panda, il nous faut la source, la destination, le protocole. Comment je sais ça? Alors, combien il y a de paquets qui ont été capturés? Regardez, packet number. Ok, donc si on descend, hein, notre max, c'est quoi? C'est 100. Notre min, c'est 1. On importe Panda en tant que PD. On importe le matplotlib
TCP plot en tant que PLT, d'accord? Je lui demande de lire donc notre DF, variable, qu'on va appeler PD read CSV. Bon, ben, c'est normal, tu veux lire notre quoi? Notre petite bulle. Dans la bulle, j'ai quoi? J'ai toutes mes données et j'ai network traffic CSV. D'accord? Et après, on va lui mettre un head. Ça, c'est pour la mise en forme. Je vais te montrer. On affiche. Tu vois que là, j'ai plus rien. C'est marrant. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas fait mon return. DF. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Il te dit, ok, j'ai plus de 100 lignes sur 5 colonnes. Ça va être un bordel. Qu'est-ce que je viens de faire avec le head? Qu'est-ce que je lui demande? Vous avez compris? Head, ça veut dire quoi? En haut, la tête. La tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que affiche que les 5 premiers? Bah ouais, affiche que les 5 premiers. Donc déjà, sans travailler sur les données, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Je t'ai dit, on a un min, on a un max. La première question, c'est combien il y a de paquets qui ont été capturés. D'accord? Bah, si tu regardes packet number, comme ils nous le disent, tu descends tout en bas, c'est 100. D'accord? C'est la réponse à la première question. Ensuite, ça, il nous dit quelle adresse IP envoyait le plus de trafic. D'accord? Pendant cette capture de paquets. Bah là, il va falloir qu'on travaille un petit peu. On peut s'amuser, bien sûr, à regarder et à chercher dans notre tableur, notre tableau CSV. Mais tu as bien compris qu'on va jouer. On va jouer. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On va mettre en page. Et je te dis qu'on connaît la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est 100. Mais comment on peut la calculer? Comment on peut la calculer? Ben, c'est ce qu'ils disent. Tu vois, on pourrait utiliser la fonction de comptage, dans Panda, et travailler sur notre data frame. Et il dit, attention, le data frame, rappelle-toi, tu l'as appelé comment? Tu l'as appelé DF. D'accord? Donc, on va utiliser notre data frame et on va commencer à travailler dessus. Alors, bah, ils te donnent la réponse. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils te disent data frame. Donc, nous, c'est quoi? C'est DF, count, exécution. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Tu vois que quoi? Il te retourne un int 64, mais c'est normal. On a vu que c'est quoi? C'est pas des objets. D'accord? On travaille sur pas des mots, on travaille sur des nombres. D'accord? On travaille soit sur des objets, là cette fois-ci on travaille sur des integers. C'est pour ça qu'il nous affiche int 64. Mais ce qui est un petit peu logique. Pourquoi? Ben voilà, 100. 100. Alors, packet number 100, timestop 100, tu vois que c'est un peu bordélique quand même. Qu'est-ce qui m'intéresse moi techniquement? C'est packet number. Ok, donc maintenant on va essayer de grouper. On va faire un group by en fonction de la taille, size function et destination colon. Qu'est-ce qu'on veut? La source, la destination, puisque la question initiale c'est quelle est l'adresse qui a généré le plus de trafic. Alors comment on peut faire ça? Notre DF, notre data frame, group by, d'accord? Donc on peut faire un group by. Qu'est-ce qu'on veut? On travaille sur quoi? C'est ce qu'on a vu. Il nous le donne. Le nom de la colonne, c'est quoi? J'aimerais bien connaître moi la source. D'accord? On referme. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est un string. Et on va jouer en utilisant notre fonction size, comme il nous le conseille. df group by. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah oui, j'ai oublié mes parenthèses. D'accord? Donc ça nous prend source et par size, qu'est-ce qu'on voit? C'est encore tous des int 64 et là c'est pas très compliqué. Quelle est la valeur maximale, la plus grande ici? Bon, je crois que c'est 15 si je dis pas de bêtises. Donc c'est quoi? C'est la 10 10 1 4 qui a généré le plus de trafic. Voilà, donc là on va utiliser un value count avec la colonne appropriée. Rappelez-vous, vous comptez combien de fois il y a de valeurs dans la colonne protocole. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille sur mon DF. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc notre colonne, qu'est-ce qui nous intéresse? On s'intéresse au protocole cette fois-ci. C'est plus source, c'est protocole. Ok, on y va. Protocole.
Rappelez-vous, d'accord? Qu'est-ce que je fais là? Je travaille sur une chaîne. Hein, faut pas oublier. D'accord? Et je referme. OK. Et qu'est-ce qu'on lui demande? De travailler, point, sur qu'est-ce qu'il nous conseille? Justement, le value count. Alors, je vais faire comme eux, tu vas voir que ça va pas marcher. Protocol value count, is not self accessor, series, object, not attribute value. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Déjà, bah, tu peux aller chercher la fonction. La fonction, elle s'appelle quoi? Count, value underscore count. Ah, et ça passe. Et t'as de la chance. Pourquoi? Parce que c'est une fonction. Ah, c'est un petit peu mieux. D'accord? Quelle est la différence? Protocole? Bah là, pareil. C'est quoi le protocole le plus fréquent? ICMP. D'accord? Et ICMP, on fait quoi? Echo, request, echo, reply. Ça permet de pinguer des machines. Bravo. Ok. Donc, vous voyez, très simple. Encore une fois, ça fera pas de vous des experts. Achetez-vous des livres sur Python. Je vous promets que je vous ferai des vidéos plus poussées. D'accord? Parce que c'est vraiment un très bon outil. J'avais fait des vidéos très basiques où je vous montrais comment coder des programmes de merde en quelques secondes, mais qui font le taf. Quand j'aurai le temps, on codera des vrais programmes et puis on verra toutes ces structures de données, tout ça, promis. Comment scraper le web, parce que ça peut être super utile. Bref, plein de trucs qui pourront vous servir, d'accord? Dès que j'ai le temps, promis, je le fais. Et puis voilà, ce que je te disais, regarde bien, quelle est la différence entre ça et ça? Bah, très bonne question. Si je retire ça, regarde bien la structure là, c'est ce que je te disais. Ah, il se passe rien. On exécute. Ah, tu vois que ça a plus la même gueule. Hein. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? ICMP 99? Attends, mais ça c'est quoi? C'est l'index, ça? Tu vois que ça fait péter complètement. Bound méthode, index 0, HTTP, ça part en cacahuète. Hein. ICMP 99? Pas du tout. ICMP 27. D'accord? Donc tu vois, je fais exprès de faire le blaireau. Non, en fait, c'est naturel chez moi. Mais tu vois, tu vas me dire, ah ouais, mais moi j'ai regardé value count. Ouais, ça marche. Alors là, tu te dis, mais ok, vas-y, moi je l'ai appelé, j'utilisais mon panda, femme, value count. Pourquoi ça marche pas? Ah ouais, parce que c'est quoi? C'est une fonction. Et rappelle-toi, ça c'est quoi? C'est value count, c'est une chaîne de caractères. Ok? Ça c'est une chaîne de caractères. Ok, pas de problème. Et quelle est la différence? Ça, c'est une fonction. Et au sein de la fonction, je peux quoi? Bah, je peux passer des paramètres. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.